Un claquement sec résonna dans l'air saturé du terminal de l'aéroport Charles de Gaulle, comme un coup de tonnerre miniature, brisant le murmure constant des voyageurs pressés. Le bruit, aussi vif qu'une détonation, figea les regards autour du portail d'Isept. Sophie Dubois, 11 ans, vacilla à peine, une main posée sur sa joue rougie, là où la gifle venait de s'abattre. Son uniforme militaire d'honneur, impeccablement repassé, semblait incongru sur sa frêle silhouette. Mais il portait en son centre un insigne d'étoile d'or, scintillant sous les néons blafards du terminal. La femme qui l'avait frappé, Marianne Lefebvre, une hôtesse de l'air d'aigle azur, se tenait droite, le menton haut, les lèvres pincées d'une colère contenue. « Tu n'as rien à faire ici, petite. »« Dégage !» lança-t-elle, sa voix tranchante comme une lame. Un insigne argenté, celui de Sophie, avait glissé de son revers et tournoyait sur le sol carrelé, attirant l'œil d'un homme d'affaires en costume gris, figé, son café à la main. Quelques murmures s'élevèrent, mais personne n'osa bouger. Sophie, immobile, ne pleura pas. Ses grands yeux bruns fixaient Marianne, sans ciller, sans peur, avec une intensité qui déstabilisa l'hôtesse. « Ce n'est pas un défilé de carnaval », ajouta Marianne, sarcastique, en désignant l'uniforme. « La première classe, c'est pour les vrais passagers. » Sophie ne répondit pas immédiatement. Lentement, elle se baissa, ramassa son insigne, un ovale d'argent gravé d'un aigle et de 3 étoiles, et le serra doucement dans sa paume. Puis, d'un geste précis, elle le retourna et pressa son pouce contre une surface discrète. Un éclat bleu, puis rouge, clignota brièvement. Marianne leva les yeux au ciel. Sécurité dans 2 minutes. Peu. Être que là, tu apprendras ta place. Sophie, toujours calme, presque trop pour une enfant de son âge, murmura. Vous devriez être appelé le ministère de la Défense. Sa voix était douce, mesurée, mais portait une autorité qui fit frissonner un voyageur proche, Pierre Marchand, un ancien pilote de chasse reconverti en consultant aéronautique. Il fronça les sourcils, sentant que quelque chose clochait. En moins d'1 minute, les lumières du terminal vacillèrent. Une annonce grésilla dans les haut-parleurs, protocole étoile grise activé, opération suspendue temporairement au portail d'Isept. Le silence s'installa, lourd, oppressant. 9 aéroports à travers le pays, de Roissy à Nice, en passant par Marseille, interrompirent leurs opérations. Les écrans d'embarquement clignotèrent en rouge. Les passagers, confus, échangèrent des regards. Marianne recula d'un pas, son assurance vacillante. Sophie, elle, restait là, une trace de poussière sur sa manche, l'insigne reposé sur sa poitrine, immobile, mais déjà le pouvoir avait basculé. 1 heure plus tôt, Sophie Dubois était assise dans un coin discret du salon VIP de l'aéroport Charles de Gaulle, ses jambes croisées aux chevilles, ses mains jointes sur ses genoux. Son uniforme d'honneur militaire, bleu marine avec des bordures dorées, était impeccable, l'insigne d'étoile d'or épinglé juste au-dessus de son cœur. Les voyageurs passaient sans la remarquer, ou presque. Certains lui jetaient un coup d'œil, supposant qu'elle participait à une cérémonie scolaire ou jouait à se déguiser. Une femme en talons, accompagnée de son mari, murmura « C'est sûrement pour un défilé ». Personne ne lui demanda pourquoi elle était là. Personne ne s'enquit de ses parents. Sophie, habituée à être invisible, observait l'horloge numérique au-dessus des portes du terminal, comptant les minutes avant son vol pour Bruxelles, où elle devait recevoir une médaille posthume au nom de son frère, le caporal Julien Dubois, mort en mission dans une zone de conflit. Ce n'était pas un voyage qu'on attendait avec impatience. Ce n'était pas une question de confort, mais d'honneur, comme son père, le général Antoine Dubois, le lui avait dit ce matin-là avant de partir pour sa base. « Ton frère représentait quelque chose. Aujourd'hui, toi aussi. » Sophie n'avait rien répondu, se contentant d'un hochement de tête. Maintenant, seule dans le salon, elle caressait du pouce le bord de son insigne. Un cadeau de Julien, avant son déploiement. Un rire bruyant interrompit ses pensées. Une voix moqueuse, derrière elle, riant d'une gamine jouant aux soldats. Sophie ne se retourna pas. Elle se leva, ajusta son col, et marcha vers le portail 17 d'un pas calme et régulier. Elle ne savait pas qu'1 heure plus tard, ce portail deviendrait silencieux, qu'une adulte la frapperait devant des dizaines de témoins, que 9 aéroports s'éteindraient à son geste. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle portait le nom de son frère sur sa poitrine. Et que personne, absolument personne, n'avait le droit de lui dire qu'elle n'était pas à sa place. Marianne Lefebvre, forte de ses 18 ans d'expérience comme hôtesse sur les vols de première classe, savait repérer les vrais passagers.
Ceux qui appartenaient à ce monde, costumes sur mesure, montres discrètes mais hors de prix, chaussures cirées, une assurance naturelle qui trahissait leur statut. Elle appelait cela le test de l'instinct. 5 secondes pour jauger la posture, les vêtements, le ton. Cela fonctionnait à 99%. Alors, quand elle aperçut Sophie, une petite fille en uniforme militaire traînant un sac de voyage bleu marine, tenant un insigne qu'elle jugea immédiatement factice, son instinct cria non. Les enfants n'avaient rien à faire en première classe, sauf s'ils accompagnaient quelqu'un d'important. Et cette gamine, sans parents, sans bagages luxueux, sans assistant VIP, juste un visage sérieux et des yeux bruns trop calmes, n'avait rien à faire là. Marianne s'avança, la main levée. « Ma petite, cette file est pour les passagers de première classe, » dit-elle avec un sourire crispé. « Tu es sûre d'être au bon endroit ?» Sophie soutint son regard, sans ciller. « Oui, madame, j'ai une carte d'embarquement. » Marianne ne daigna même pas la regarder. Le papier semblait authentique, mais elle avait vu assez de faux habiles, de parents ambitieux ou de familles riches jouant avec les règles. Ce qui la fit basculer, ce fut l'insigne. Ce bout de métal brillant, épinglé comme un accessoire de théâtre. Marianne avait vu trop de respect fin pour y croire. « Où sont tes parents ?» demanda-t-elle, plus ferme. « Ils voyagent séparément, » répondit Sophie, toujours calme. « Tu n'es pas militaire, » trancha Marianne, la voix plate. « Et tu n'es pas en première classe. Écarte-toi. » Sophie ne bougea pas. Pour la première fois ce jour-là, l'instinct de Marianne vacilla. Il y avait quelque chose dans cet enfant, une assurance déconcertante. Mais Marianne fit ce qu'elle faisait toujours, elle prit le contrôle. Elle haussa le ton, agita la main pour la repousser, et quand les mots ne suffirent pas, sa main s'éleva. La file au portail d'Isept s'était tendue. Sophie tenait toujours sa carte d'embarquement, ferme dans sa main. La voix de Marianne, passée de polie à tranchante, résonnait comme un avertissement. « Dégage !» siffla-t-elle. « Tu retardes tout le monde. » Sophie resta immobile. Les passagers derrière s'agitèrent, mal à l'aise. Un homme emblasé, Pierre Marchand, consulta sa montre, mais ses yeux restaient fixés sur la scène. Une femme plus âgée, Madame Élise, une enseignante à la retraite voyageant pour voir sa fille à Bruxelles, marmonna quelque chose sur le manque de respect des jeunes. Personne n'intervint. Personne ne demanda ce que signifiait l'insigne sur la poitrine de Sophie. Marianne tendit la main vers l'insigne. Sophie recula, le protégeant de ses deux mains. « S'il vous plaît, ne touchez pas, » dit-elle doucement. « Tu crois qu'un faux badge va te faire entrer en première classe ?» rétorqua Marianne, excédée. Puis, sans prévenir, la gifle partit. Ce n'était pas un geste léger. C'était une claque franche, qui fit trébucher Sophie d'un demi-pas. Le terminal se tut. Pierre laissa tomber son café, éclaboussant ses chaussures. Une jeune femme, Claire, une journaliste indépendante en route pour un reportage, sortit son téléphone et commença à filmer, le souffle coupé. Même l'agent d'embarquement, derrière son comptoir, figea ses doigts sur le clavier. Sophie ne pleura pas, elle ne cria pas. Elle ramassa son insigne, glissa sa carte d'embarquement dans son uniforme et, sans un mot, fit glisser son doigt sous la base de l'insigne. Une lumière rouge pulsa une fois. Un carillon électronique résonna dans les haut-parleurs. L'écran d'embarquement vacilla, s'éteignit. La barre de statut clignota en rouge. Portail d'Isept sous protocole de verrouillage. Opération suspendue. Les gardes de sécurité regardèrent autour d'eux, désorientés. Marianne recula, confuse. Sophie leva les yeux vers elle. « Vous devriez appeler votre superviseur et le ministère de la Défense. » Le visage de Marianne blêmit. Un murmure parcourut le terminal. Sophie ne haussa pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. En 57 secondes, 9 aéroports s'arrêtèrent, et chaque personne dans ce terminal se posa la même question. Qui est-elle? Le portail d'Isept restait immobile, trop silencieux pour un aéroport majeur. Les téléphones sonnaient derrière le comptoir. Les lumières du pont d'embarquement s'éteignirent. Un écran affichait maintenant en rouge vif. Protocole étoile grise, niveau 2, en attente d'autorisation. Personne ne savait ce que cela signifiait, mais tous sentaient que ce n'était pas normal. Marianne recula encore, son assurance s'effritant. « Ce doit être une erreur, » balbutia-t-elle. Sophie ne dit rien. Elle s'assit dans un coin de la zone d'embarquement, croisa les jambes comme dans le salon VIP et sortit une petite tablette cryptée de son sac. Un écran de connexion apparut, reconnaissance faciale validée. Elle tapota une fois. À des kilomètres de là, dans un bureau vitré surplombant Paris,
Le général Antoine Dubois jeta un œil à son téléphone vibrant. Il ne scia pas en voyant l'alerte. Protocole Sophie activé, portail Dicept. Il expira calmement, concentré. Pour le monde, il était le directeur adjoint de la division de supervision aéronautique du ministère de l'Intérieur. Pour Sophie, il était simplement papa. Il décrocha une ligne sécurisée. Mettez-moi en relation avec le commandement de l'autorité de l'aviation civile. Je veux le portail gelé, le personnel isolé et une équipe de soutien déployée discrètement. Pas de panique civile. Derrière lui, une carte numérique clignota. 9 aéroports s'allumant en rouge, signalant une réponse automatique liée à un seul insigne. Celui de Sophie. De retour au portail Dicept, Marianne continuait de débiter des excuses à l'agent d'embarquement, qui ne l'écoutait plus. Une femme en uniforme militaire, sans logo d'aéroport, s'approcha de Sophie et murmura quelque chose. Sophie hocha la tête. La femme se dirigea vers la cabine du commandant. Les passagers commencèrent à murmurer. Claire, la journaliste, téléchargea sa vidéo sur les réseaux sociaux, ajoutant une légende. Une hôtesse frappe une enfant en uniforme au portail Dicept. Pourquoi? Sophie, assise, observait le chaos se déployer. Elle n'essayait pas d'effrayer quiconque. Elle n'était pas en colère. Elle refusait simplement que le nom de son frère soit ignoré. Et grâce à l'homme à l'autre bout de cette ligne sécurisée, le monde allait bientôt s'en souvenir. En 20 minutes, Portail Dicept était en tendance. D'abord une photo floue, une fillette en uniforme militaire assise seule, tandis que l'équipage s'agitait. Puis vinrent les vidéos, montrant Marianne giflant Sophie, suivies des lumières tamisées et des écrans d'embarquement s'éteignant. Quelqu'un ajouta des sous-titres à l'annonce aérienne. Les chaînes d'information, de France 24 à BFM, demandèrent l'accès au dossier de Sophie auprès du ministère de la Défense, mais il était verrouillé. Pas refusé, pas restreint, verrouillé comme un secret d'État. Les dossiers verrouillés signifiaient une connexion à quelque chose de bien plus grand. Pierre, l'ancien pilote, s'approcha de Sophie et s'assit à côté. « C'était ton frère » demanda-t-il doucement. Sophie hocha la tête. « Province de Helmand ». Il posa une main sur son cœur. Toujours fidèle. Sophie murmura en retour « Merci ». Marianne, pendant ce temps, était escortée par 2 hommes en uniforme qu'elle ne reconnut pas. Pas la sécurité de l'aéroport, pas l'autorité de l'aviation. De vrais uniformes, fédéraux. Le silence était assourdissant. L'agent d'embarquement s'éloigna de son comptoir, parlant dans une radio, hochant la tête lentement. Les murmures devinrent des regards. Personne ne défendit Marianne. Sophie se leva, épousseta ses manches et marcha vers la fenêtre. Elle n'était pas là pour détruire quiconque, mais certaines leçons devaient être publiques, surtout quand le monde oubliait qu'un passager, même le plus discret, pouvait porter un nom digne de respect. La vidéo de Claire continuait de circuler, accumulant des milliers de partages. Elle a frappé une enfant étoile d'or. Lisait-on en légende. Marianne, ignorant encore l'ampleur de son erreur, vit son visage placardé sur les écrans du terminal. Sophie, assise, observait sans expression, ni sourire, ni larmes, juste un calme absolu. Le portail Dicept restait figé. Et le monde autour commençait à comprendre. Cet enfant n'était pas ordinaire. Et ce qu'elle venait de déclencher allait changer bien plus qu'une simple file d'embarquement. Les écrans du portail Dicept clignotaient en rouge, projetant une lueur inquiétante sur le sol carrelé de l'aéroport Charles de Gaulle. Une annonce répétée, froide et mécanique, résonnait dans les haut-parleurs. Protocole. Étoile grise activée. Toutes opérations au portail 17 suspendues jusqu'à nouvel ordre. Les passagers, figés dans un mélange de confusion et de curiosité, échangeaient des regards perplexes, leurs valises à la main, leurs billets froissés par l'attente. Sophie Dubois, 11 ans, était assise dans un coin de la zone d'embarquement, son uniforme militaire d'honneur toujours impeccable, malgré la trace de poussière sur sa manche gauche. Son insigne d'étoile d'or, reposé sur sa poitrine, brillait doucement sous les néons, comme un rappel silencieux de l'orage qu'elle venait de déclencher. Marianne Lefebvre, l'hôtesse de l'air qui l'avait giflée, se tenait à quelques mètres, le visage blême, discutant à voix basse avec un agent d'embarquement qui semblait dépassé. Ses gestes étaient nerveux, ses mots précipités. Mais personne ne l'écoutait vraiment. Les regards convergeaient vers Sophie, cet enfant au calme déconcertant, dont un simple geste avait paralysé 9 aéroports à travers la France. Les murmures s'intensifiaient, ponctués par le bourdonnement des téléphones qui vibraient, capturant l'instant, relayant l'histoire.
Claire Beaumont, la jeune journaliste indépendante qui avait filmé la scène, tapait frénétiquement sur son téléphone, envoyant sa vidéo à son réseau de contacts. Une enfant en uniforme militaire frappée par une hôtesse d'Aigle Azur. Quelque chose de gros se passe ici, écrivait-elle, les doigts tremblants d'excitation. À côté de Sophie, Pierre Marchand, l'ancien pilote de chasse, observait la scène avec une gravité qu'il réservait autrefois aux briefings avant mission. Il se pencha légèrement vers elle et murmura « Tu savais ce que cet insigne pouvait faire, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête, sans un mot, ses yeux bruns fixant un point invisible au loin. Elle n'était pas là pour se vanter, ni pour savourer le chaos. Elle était là pour son frère, Julien, et pour l'honneur qu'il représentait. À des kilomètres de là, dans un bureau sécurisé surplombant les toits de Paris, le général Antoine Dubois fixait un écran où une alerte clignotait en rouge. Protocole étoile grise activé. Portail DICEPT, Charles de Gaulle, initiateur. Sophie Dubois, unité DICEPT. Il ajusta ses lunettes. Son visage impassible, mais ses mains, posées sur le bureau, trahissaient une tension contenue. Pour le monde extérieur, il était un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur, chargé de la supervision des opérations aéronautiques. Pour Sophie, il était le père qui, 3 mois plus tôt, l'avait serré dans ses bras alors qu'elle pleurait la perte de son frère aîné, le caporal Julien Dubois, mort en mission dans une zone de conflit. Antoine décrocha une ligne sécurisée et parla d'une voix ferme. Verrouiller le portail DICEPT. Isoler le personnel impliqué. Envoyer une équipe de soutien discrète. Pas de panique publique. Derrière lui, une carte numérique s'illumina, signalant 9 aéroports en France. Roissy, Orly, Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Strasbourg, tous passés en mode de verrouillage automatique. Chaque point rouge pulsait comme un battement de cœur, synchronisé avec l'insigne de Sophie, un dispositif Skylock, une technologie secrète réservée aux dépendants de personnel militaire de haut rang, conçue pour signaler en temps réel toute violation grave de protocole ou de dignité. Antoine savait ce que cela signifiait. Sa fille n'avait pas agi à la légère. Elle avait suivi les règles qu'il lui avait enseignées, celles qu'il avait lui-même établies après une autre humiliation, des années plus tôt, lorsqu'un autre enfant d'Étoile d'Or avait été maltraité dans un aéroport sans que personne n'intervienne. Cette fois, le système fonctionnait. Et il allait s'assurer que les conséquences suivent. Au portail DICEPT, l'atmosphère était électrique. Les agents de sécurité, désorientés, parlaient dans leur radio, cherchant des instructions. Les écrans d'embarquement affichaient désormais un message en rouge vif. Protocole étoile grise, niveau 2, en attente d'autorisation fédérale. Les passagers, dont certains commençaient à s'impatienter, formaient de petits groupes, spéculant sur ce qui se passait. Madame Élise, une enseignante à la retraite voyageant pour rendre visite à sa fille à Bruxelles, s'approcha timidement de Sophie. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, et ses lunettes rondes glissaient légèrement sur son nez. Elle tenait un petit livre à la main, une édition usée de l'Espoir d'André Malraux. « Ma chère, dit-elle doucement, je ne sais pas ce que tu as fait, mais je suis désolée pour ce qu'elle t'a fait. » Elle tendit le livre à Sophie. « Tiens, c'est pour toi. Il parle de courage. » Sophie, surprise, accepta le livre et murmura un « Merci, madame », à peine audible. Ce geste simple, presque insignifiant dans le tumulte, toucha Sophie plus qu'elle ne l'aurait admis. Elle glissa le livre dans son sac, à côté de la tablette cryptée qu'elle avait utilisée pour confirmer son identité. Claire, de son côté, continuait de filmer discrètement, capturant l'échange entre Sophie et Madame Élise. Elle sentait qu'elle tenait une histoire bien plus grande qu'un simple incident d'aéroport. En tant que journaliste indépendante, elle avait l'habitude de creuser là où d'autres s'arrêtaient. Elle envoya un message rapide à un collègue à Paris. « Vérifie Skylock. Ça a un lien avec la défense nationale. » Quelques minutes plus tard, elle reçut une réponse. Aucune info publique. Dossier classifié. Continue à creuser. Marianne, désormais isolée près du comptoir d'embarquement, sentait la panique monter. Elle parlait à voix basse à un superviseur, un homme en costume bleu marine qui secouait la tête, visiblement dépassé. « Je ne savais pas, plaidait-elle. Cette gamine, elle n'avait pas l'air, elle n'aurait pas dû être là. » Mais ses excuses sonnaient creuses, même à ses propres oreilles. Elle n'avait pas vérifié la carte d'embarquement de Sophie. Elle n'avait pas posé de questions. Elle avait agi par instinct, un instinct façonné par des années à trier les passagers selon leur apparence, leur statut, leur aisance. Et maintenant, cet instinct l'avait trahi. Pierre, l'ancien pilote, observait Marianne de loin. Il se souvenait de ses propres années dans l'armée de l'air, des moments où le respect pour un uniforme, même porté par un enfant, était une règle non négociable.
Il s'approcha de Claire, qui rangeait son téléphone, et murmura: « Cette petite, elle n'est pas n'importe qui. C'est un signe, il n'est pas décoratif. » Claire fronça les sourcils. « Vous savez quelque chose ?» Pierre hésita, puis répondit: « Disons que j'ai vu des choses, dans ma carrière. C'est un signe, c'est un Skylock. Seuls les proches de certains militaires de haut rang le portent. Et celle l'a activé, ça veut dire que quelqu'un, quelque part, vient de recevoir un appel très important. » Claire nota mentalement chaque mot, son esprit déjà en train de construire un article qui pourrait faire trembler l'industrie aéronautique. Dans une salle sécurisée à l'écart du terminal, Sophie était assise sur une chaise en cuir trop grande pour elle. Une bouteille d'eau, intacte, reposait sur la table, des gouttes de condensation glissant sur le bois verni. Deux hommes en costumes sombres entrèrent. Leurs visages sérieux mais sans hostilité. Ils n'étaient pas du personnel de l'aéroport, ni même d'Aigle Azur. Ils faisaient partie de la division d'éthique de l'aviation civile, une unité conjointe rarement vue en public. L'un d'eux, un homme grand aux cheveux poivre et sel, s'assit face à Sophie. « Sophie Dubois, » dit-il. Sa voix calme mais scrutatrice. « Nous savons qui vous êtes. Nous avons besoin de votre confirmation. » Sophie hocha la tête, droite, les épaules carrées, comme son frère le lui avait appris. « Oui, monsieur, » répondit-elle. « Autorisation Alpha November 7. » À peine avait-elle prononcé ces mots que la tablette dans son sac émit un léger bip. L'écran mural de la salle s'alluma, affichant un sceau fédéral suivi de 5 lignes de texte masqué, puis « Accès accordé. Autorisation Skylock, niveau 4. Identifiant Dubois Sophie, unité 17. » L'autre homme, plus jeune, se pencha en avant. « Sophie, savez-vous ce que signifie activer le protocole étoile grise ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Cela signifie que 9 aéroports suspendent leurs opérations jusqu'à ce que l'autorité de l'aviation civile et le ministère de la Défense examinent l'incident. » Une pause. « Et savez-vous qui peut l'activer ? Moi ou mon père ?» répondit-elle sans hésiter. Le silence s'installa, lourd, dans la pièce. Les deux hommes échangèrent un regard. Le plus jeune tapota sur une tablette, envoyant un rapport crypté à leur supérieur. Sophie, elle, restait immobile, son visage impassible, mais ses doigts serraient doucement l'insigne dans sa poche. Au portail d'Isept, Marianne était désormais escortée hors de la zone par 2 agents fédéraux, leurs visages impassibles. Elle tenta de parler, de s'expliquer. Mais ils ne répondirent pas. Les passagers, dispersés mais toujours présents, regardaient en silence. Sur un écran géant du terminal, la vidéo de Claire tournait en boucle, relayée par des chaînes d'information. « Une hôtesse d'Aigle Azur frappe une enfant en uniforme militaire », disait le bandeau. Les commentaires en ligne explosaient, mélange de colère et d'incrédulité. « Elle a frappé une étoile d'or », écrivait un utilisateur. « Cette femme travaille en première classe ?» demandait un autre. Marianne, ignorant encore l'ampleur de la tempête, vit son visage projeté sur l'écran, figé dans un moment de honte éternelle. Elle ne savait pas que l'insigne de Sophie n'était pas un jouet. C'était un Skylock, un système d'identification fédéral classifié, conçu pour les dépendants de personnel militaire à haut risque, notamment ceux honorés posthumément. L'insigne portait un jeton d'éthique, permettant à son porteur de signaler des violations graves dans les aéroports, déclenchant une révision fédérale immédiate lorsque la dignité ou le protocole étaient bafoués. Seuls 3 enfants en France possédaient un tel insigne. Sophie était l'un d'eux. De retour dans la salle sécurisée, l'homme aux cheveux gris posa une question. Sa voix adoucie par une pointe de respect. « Pourquoi l'as-tu activée, Sophie ?» Elle marqua une pause, non pas par hésitation, mais pour choisir ses mots avec soin. « Je ne l'ai pas activée parce qu'elle m'a frappé, » dit-elle doucement. « Je l'ai activée parce qu'elle a traité le sacrifice de mon frère comme s'il ne valait rien. Parce qu'elle a dit que mon insigne était faux. Parce qu'elle m'a regardé et n'a vu qu'une enfant sans importance. » La pièce s'emplit d'un silence respectueux. L'homme plus jeune nota quelque chose sur sa tablette, puis leva les yeux. « Le protocole est valide. Aucune violation de votre part. » Sophie ne scia pas. « Elle m'a demandé si je jouais aux soldats, » ajouta-t-elle. « Mais je ne joue pas. Je suis une famille. » Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent comme une vérité inattaquable. Pendant ce temps, à un terminal sécurisé de l'autorité de l'aviation civile, le général Antoine Dubois se tenait face à une table de conférence où 6 personnes, représentant l'aviation civile, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense, tenaient des dossiers encore fermés. Il parla, la voix ferme mais mesurée. « Ma fille n'a pas outrepassé ses droits.
Elle a suivi le protocole Skylock à la lettre. Ce système existe parce qu'il y a 2 ans, un autre enfant d'étoile d'or a été humilié dans un aéroport, sans conséquence. Nous n'avons pas créé Skylock pour la presse. Nous l'avons créé pour que la honte ne devienne pas une norme. Un jeune cadre, nerveux, ajusta sa cravate. 9 aéroports en verrouillage, c'est énorme. Antoine le fixa. Implacable. Le prix du silence l'est encore plus. À l'aéroport, les chaînes d'information changeaient de ton. Sophie n'était plus l'enfant au centre d'un incident. Elle était désormais Sophie Dubois, fille du général Antoine Dubois et sœur du héros tombé, le caporal Julien Dubois. La vidéo de Claire, montrant Marianne levant les yeux au ciel avant de frapper, était accompagnée d'un texte cinglant. Quand l'arrogance rencontre ses conséquences. Au portail d'Icept, une annonce discrète résonna enfin. L'embarquement reprendra sous peu. Priorité aux passagers de première classe, à commencer par mademoiselle Sophie Dubois. Marianne était partie, escortée hors du terminal. L'équipage avait été remplacé. Sophie se leva, son insigne brillant comme de l'acier sous la lumière. Elle marcha, ni plus vite ni plus lentement qu'à l'accoutumée, passant devant les murmures, les regards, jusqu'à la porte d'embarquement. Claire, toujours là, filmait discrètement, capturant ce moment où une enfant, par sa dignité, avait ébranlé un système. Pierre, assis non loin, esquissa un sourire. Madame Élise, serrant son sac, murmura une prière silencieuse pour cette petite fille qui portait un poids si grand. Sophie, elle, ne regardait personne. Elle avançait, portant le nom de son frère, et ce nom désormais résonnait bien au-delà du portail d'Icept. Sophie Dubois monta à bord de l'avion, son pas mesuré, son uniforme militaire d'honneur toujours impeccable, l'insigne d'étoile d'or scintillant sur sa poitrine comme un phare discret dans la tempête qu'elle venait de déclencher. Au portail d'Icept de l'aéroport Charles de Gaulle, les murmures des passagers s'estompèrent alors qu'elle prenait place en siège NA, première classe, là où personne n'osa plus remettre en question son droit d'être. Les écrans du terminal, qui clignotaient encore en rouge il y a peu, affichaient désormais un retour progressif à la normale, mais l'écho du protocole étoile grise résonnait encore, non seulement dans l'aéroport, mais à travers la France et au-delà. Marianne Lefebvre, l'hôtesse qui avait osé la frapper, avait disparu, escortée hors du terminal par des agents fédéraux, son badge d'accès révoqué, son avenir dans l'aviation incertain. À l'extérieur, les réseaux sociaux bouillonnaient. La vidéo de Claire Beaumont, la journaliste indépendante, tournant en boucle sur les chaînes d'information. Une enfant étoile d'or giflée par une hôtesse d'Aigle Azur clamait le bandeau de France 24, tandis que les commentaires en ligne oscillaient entre indignation et admiration pour le calme de Sophie. Dans l'avion, une nouvelle hôtesse, une femme aux cheveux châtains et au sourire discret, posa une tasse de thé chaud et une couverture devant Sophie sans un mot. Ses yeux, cependant, parlaient pour elle. Du respect, pas de la pitié. Sophie hocha la tête en guise de remerciement. Son regard fixé sur la fenêtre où les lumières de la piste défilaient doucement. À côté d'elle, une femme d'affaires en tailleur bleu, qui avait observé la scène au portail, se pencha légèrement. « J'espère que tu sais combien de personnes avaient besoin de voir ce que tu as fait aujourd'hui, » dit-elle doucement. Sophie, presque dans un murmure, répondit « Je ne l'ai pas fait pour eux. » Une pause, mais je suis contente qu'ils aient regardé. Lisa, à Paris, dans une salle de conférence au mur ornée d'insignes de l'autorité de l'aviation civile et de drapeaux tricolores, le général Antoine Dubois se tenait face à un parterre de responsables de l'aviation civile, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense. Sa posture était droite, son uniforme irréprochable, mais son regard portait la fatigue d'un père autant que la fermeté d'un officier. « Ce n'est pas une question de gifle, » commença-t-il, sa voix claire coupant le silence. « C'est une question de culture dans les airs, une culture qui a trop longtemps permis à des jugements hâtifs de l'emporter sur la décence humaine. » À ses côtés, l'administratrice de l'aviation civile, une femme aux cheveux gris coupés courts, hocha la tête. « Le système Skylock a été conçu pour des moments comme celui-ci, » ajouta-t-elle. « Il a fonctionné. Et maintenant, nous exigeons de tous nos partenaires aériens une conformité éthique sous 72 heures. » Un journaliste, micro tendu, posa une question directe. « Général, les licences d'Aigle Azur sont-elles menacées ?» Antoine ne sia pas. « Elles le sont déjà. » Dans la salle, les murmures s'intensifièrent. Les responsables d'Aigle Azur, présents à l'arrière, échangèrent des regards tendus. L'incident du portail 17
n'était plus une simple altercation. Il avait mis en lumière un échec systémique, une négligence dans la formation éthique des équipages et une arrogance institutionnalisée qui venait de coûter cher. 9 aéroports avaient été paralysés, des contrats commerciaux suspendus et l'image de la compagnie ternie à l'échelle mondiale. Le PDG d'Aigle Azur, dans son bureau à Roissy, regardait la conférence en direct, le téléphone à la main, prêt à demander une réunion d'urgence avec le Conseil de conformité de l'aviation civile. Il savait que le prix à payer serait lourd. Pendant ce temps, à l'aéroport, Marianne Lefebvre était assise seule dans une salle de réunion anonyme, loin des regards curieux des passagers. Un écran mural affichait un message laconique. En attente d'examen. Violation de l'article 17C, clause éthique, respect des parties protégées identifiables. Au-dessus, une image figée tirée de la vidéo de Claire, la main de Marianne en l'air, son visage crispé par la frustration. Elle tenta de s'expliquer, balbutiant des excuses sur la pression du moment, sur l'apparence trompeuse de Sophie, sur son ignorance de l'insigne. Mais ces mots sonnaient creux. Elle n'avait pas posé de questions. Elle n'avait pas vérifié la carte d'embarquement. Elle avait jugé et frappé une enfant de 11 ans, sans savoir qu'elle portait un Skylock, un insigne lié à un système fédéral conçu pour protéger les dépendants de héros militaires. Ce n'était pas un jouet, mais un outil d'autorité, un symbole de devoir, et Marianne l'avait traité comme un accessoire de théâtre. Elle ignorait encore que sa carrière était en jeu, mais le silence des agents fédéraux qui l'avaient escortée parlait pour eux. À l'extérieur, les réseaux sociaux continuaient de s'enflammer. Les anciens collègues de Marianne, dans un groupe de discussion interne d'Aigle Azur, partageaient des anecdotes sur son attitude autoritaire, son mépris pour les passagers qu'elle jugeait indignes de la première classe. Elle a toujours agi comme si la cabine lui appartenait, écrivait un ancien steward. Une autre ajoutait. Elle n'a jamais suivi la formation éthique obligatoire. Elle disait que c'était une perte de temps. Ces messages, anonymes mais cinglants, circulaient déjà dans les rédactions, alimentant l'article que Claire Beaumont préparait pour une publication nationale. Dans l'avion, Sophie feuilletait distraitement le livre que Madame Élise lui avait offert, L'espoir de Malraux. Les mots, lourds de sens, parlaient de courage face à l'adversité, de lutte qui semblait perdue d'avance, mais changeait le cours de l'histoire. Elle ne lisait pas vraiment, son esprit ailleurs, repensant à Julien, à son rire grave, à la façon dont il lui avait épinglé l'insigne avant son dernier déploiement. « Ça te protégera », avait-il dit. Elle n'avait pas compris, à l'époque, qu'il parlait d'un bouclier bien plus grand que ce morceau de métal. Pierre Marchand, assis quelques rangs derrière, l'observait discrètement. Il avait reconnu l'insigne dès le début, ayant croisé des systèmes similaires durant ses années dans l'armée de l'air. Il se leva et s'approcha, s'asseyant dans le siège vide à côté de Sophie. « Quand j'étais pilote, commença-t-il, sa voix chaude et posée, j'ai appris une chose. Les héros ne portent pas toujours des médailles. Parfois, ils portent des noms. » Sophie tourna la tête, ses yeux brillants. « C'est le nom de mon frère, » murmura-t-elle. Pierre hocha la tête. « Alors tu l'as honoré aujourd'hui. » Il posa une main sur son épaule, un geste paternel, avant de retourner à sa place. Sophie sentit une chaleur discrète monter en elle, pas de la fierté, mais une forme de paix. Elle n'avait pas cherché à se venger, ni à attirer l'attention. Elle avait simplement refusé de laisser le sacrifice de Julien être balayé par l'arrogance d'une inconnue. À Paris, Claire Beaumont, installée dans un café près de l'aéroport, rédigeait son article à la hâte. Son téléphone vibrait sans cesse, des collègues et des rédacteurs en chef lui demandant des détails. Elle avait creusé plus loin, contactant un ancien fonctionnaire du ministère de la Défense qui, sous couvert d'anonymat, lui avait confirmé l'existence du système Skylock. C'est un mécanisme de protection pour les familles de militaires décorés, avait-il expliqué. Seuls quelques enfants en France en ont un. Cette gamine, elle est liée à quelqu'un d'important. Claire tapa frénétiquement, son article prenant forme. L'enfant qui a éteint les cieux. Comment une fillette de 11 ans a révélé les failles de l'industrie aérienne. Elle incluait des extraits de la vidéo, des témoignages de passagers et une analyse des lacunes éthiques dans la formation des équipages. Son article, publié le lendemain, devint viral, partagé par des milliers de personnes, y compris des responsables politiques. Madame Élise, de son côté, rentra chez elle à Bruxelles et raconta l'histoire à sa fille, une avocate spécialisée dans les droits humains. Cette petite, elle m'a rappelé pourquoi je suis devenue enseignante, confia-t-elle. Elle n'a pas crié, pas pleuré. Elle a juste agi. Sa fille, émue, contacta une association locale pour lancer une pétition demandant des réformes dans l'aviation, inspirée par le geste de Sophie.
Ce n'était qu'un début, mais le mouvement prenait racine. Quelques jours plus tard, l'autorité de l'aviation civile publia un communiqué discret mais lourd de conséquences. Mise en œuvre du protocole de dignité. Effectif immédiatement. Le document, 4 pages denses, redéfinissait les normes de l'industrie aérienne française. Chaque compagnie devait désormais suivre une formation éthique trimestrielle, non seulement pour les hôtesses, mais pour tout le personnel en contact avec les passagers. Toute violation envers un porteur de Skylock entraînerait un examen fédéral immédiat. Le système Skylock, jusque-là secret, fut officiellement reconnu comme une désignation fédérale protégée, soutenue par le ministère de l'Intérieur. Le nom de Sophie n'était pas mentionné, mais son identifiant, Dubois Unité 17, figurait dans la liste des désignations actives. À un petit déjeuner de presse, un ancien pilote d'Air France, interrogé sur les nouvelles régulations, se pencha en avant, songeur. « J'ai vu des héros voler en classe économique sans se plaindre, dit-il. Mais cette petite, elle n'a jamais haussé la voix. C'est ça la vraie force. » Et maintenant les cieux commencent à s'en souvenir. À Bruxelles, Sophie fut invitée au Forum mondial de l'éthique des passagers. La salle, remplie de délégués de 40 pays, se tut lorsqu'elle monta sur scène. Pas de démarche théâtrale, juste des pas réguliers, un souffle calme. Elle ajusta le micro, sans note. « Vous n'avez pas besoin d'un insigne pour savoir quand quelque chose va mal, » commença-t-elle. « Ce qui m'est arrivé n'est pas rare. C'est ça, le problème. C'était normal. Et parfois, le normal doit être interrompu. » Elle marqua une pause, regardant les rangs d'exécutifs, de régulateurs, d'officiers éthiques. « Mon frère m'a appris que le silence peut être digne, mais parfois, il permet aux gens de continuer à faire du mal. Alors j'ai utilisé ma voix. » Une autre pause, plus douce. « Si une enfant peut changer quelque chose avec un insigne et une décision, qu'est-ce qui vous arrête ?» Un silence de plomb suivit, puis une ovation, pas bruyante, mais longue, profonde. Un mois plus tard, l'accord sur l'éthique des passagères fut signé par 23 nations. Le cadre éthique du portail DICEPT, nommé en hommage discret à l'incident, fut adopté par l'aviation civile. Aigle Azur fut placé sous surveillance fédérale pour 2 ans et Marianne perdit définitivement sa licence aéronautique. De retour chez elle, Sophie retrouva son quotidien d'écolière, son uniforme soigneusement plié, son insigne rangé dans un tiroir fermé à clé. Elle espérait ne plus jamais avoir à l'utiliser. Mais dans les aéroports du monde entier, des panneaux apparurent. Le respect est une obligation, pas une option. Chaque fois qu'un membre d'équipage lisait ces mots avant un vol, il ignorait peu, être l'histoire de Sophie, mais il savait qu'il valait mieux ne pas ignorer le prochain passager. À la maison, un soir, le général Dubois frappa doucement à sa porte. « Quelqu'un veut te parler en visio, » dit-il. Sur l'écran apparut une femme élégante, derrière elle le drapeau de la Commission aéronautique européenne. « Mademoiselle Dubois, dit-elle chaleureusement, nous vous invitons à Bruxelles pour parler au forum. » Sophie cligna des yeux. « Je ne suis qu'une enfant. » La femme sourit. « Et pourtant vous avez rappelé à une industrie entière ce que les adultes avaient oublié. » Dehors, un avion traversa le ciel au crépuscule. Pour la première fois depuis longtemps, Sophie leva les yeux, non pas avec chagrin, mais avec une fierté silencieuse. Certaines révolutions n'arrivent pas avec le rugissement des moteurs. Elles atterrissent en silence, mais elles restent. L'histoire de Sophie Dubois dans l'honneur au ciel transcende le cadre d'un simple incident à l'aéroport Charles de Gaulle pour devenir une parabole moderne sur la dignité, la résilience et le pouvoir transformateur d'une voix, même celle d'une enfant de 11 ans. En tant que Français, nous chérissons des valeurs profondément enracinées dans notre culture, l'honneur, le respect, la justice, des idéaux qui résonnent depuis la Révolution française jusqu'au combat contemporain pour l'égalité et la liberté. Cette histoire, ancrée dans un contexte actuel, nous invite à examiner nos comportements, nos préjugés et notre responsabilité envers autrui. À travers le parcours de Sophie, nous découvrons des leçons universelles qui s'appliquent à nos interactions quotidiennes, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales. Ce récit, empreint d'émotion et de courage, nous pousse à réfléchir sur ce que signifie agir avec dignité et à tirer des enseignements pour transformer notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. L'émotion suscitée par cette histoire est immédiate et puissante. Lorsque Sophie, une fillette de 11 ans portant l'uniforme d'honneur militaire, est giflée par Marianne Lefebvre, une hôtesse d'Aigle Azur expérimentée, pour avoir osé se présenter en première classe, une vague d'indignation nous submerge. Cette gifle, brutale et publique, n'est pas qu'un acte physique.
Elle est une négation de la dignité de Sophie, qui représente fièrement la mémoire de son frère, le caporal Julien Dubois, mort pour la patrie. Dans la culture française, où l'équité est une pierre angulaire de notre devise liberté, égalité, fraternité, cet acte heurte profondément notre sens de la justice. La scène, se déroulant dans l'effervescence du terminal, met en lumière une vérité inconfortable. Il est facile de juger hâtivement, de réduire une personne à son apparence sans chercher à comprendre son histoire. Pourtant, face à cette humiliation, Sophie répond par un calme saisissant, une retenue qui évoque des figures emblématiques de notre histoire, comme Jeanne d'Arc, dont la force résidait dans sa conviction inébranlable. Ce calme, loin d'être une faiblesse, est une démonstration de puissance intérieure. Sophie ne pleure pas, ne crie pas. Elle agit avec une maturité qui dépasse son âge, incarnant une dignité silencieuse qui nous touche au cœur. Cette résilience nous rappelle une valeur chère aux Français, la maîtrise de soi face à l'adversité, une qualité célébrée dans nos récits littéraires et historiques. Le pouvoir d'une voix, même la plus discrète, est au centre de cette histoire. Lorsque Sophie active son insigne Skylock, déclenchant la paralysie de 9 aéroports à travers la France, elle prouve qu'un seul geste, exécuté avec conviction, peut bouleverser un système. Ce moment est particulièrement résonnant dans une culture française qui valorise l'éloquence et l'action réfléchie, incarnée par des penseurs comme Voltaire ou Simone de Beauvoir. Sophie ne hurle pas, n'accuse pas. Elle agit avec une précision et une autorité qui démentent son jeune âge. Ce choix, de parler par l'action plutôt que par la colère, est une leçon précieuse pour notre quotidien. Combien de fois restons-nous silencieux face à une injustice, par peur, par habitude ou par résignation? Sophie nous montre qu'une parole mesurée, un geste calculé, peut suffire à faire entendre la vérité. Que ce soit dans une réunion où nous défendons un collègue injustement critiqué, dans une conversation familiale où nous rappelons l'importance du respect, ou dans un espace public où nous refusons de laisser passer une remarque discriminatoire, chacun de nous possède une voix capable de changer les choses. Sophie nous enseigne que le courage n'est pas dans le volume, mais dans la clarté de l'intention. Marianne Lefebvre, avec ses 18 ans d'expérience, incarne un travers universel, le jugement hâtif. En voyant Sophie, une enfant seule en uniforme, elle assume qu'elle n'a pas sa place, qu'elle joue au soldat. Ce préjugé, ancré dans une vision étroite du statut social, reflète une réalité que nous connaissons bien en France, où les codes sociaux et l'apparence peuvent influencer nos interactions. Marianne représente cette tendance à classer les gens selon des critères superficiels, vêtements, âge, attitude, sans chercher à comprendre leur vécu. Cette erreur nous pousse à une introspection nécessaire. Combien de fois avons-nous, consciemment ou non, jugé quelqu'un sur son apparence? Dans une société française qui valorise l'élégance et la distinction, il est facile de tomber dans le piège des stéréotypes. Sophie, avec son uniforme et son insigne, nous rappelle que la valeur d'une personne réside dans son histoire, ses combats, son honneur, et non dans ce que l'œil perçoit. Cette leçon d'humilité est essentielle. Avant de juger, posons des questions. Prenons un instant pour comprendre. Cette approche, simple mais puissante, peut transformer nos relations, que ce soit avec un collègue dont l'accent nous surprend, un voisin dont les origines diffèrent, ou un passant dont l'apparence nous semble incongrue. L'humilité commence par une question. Et si je me trompais? Le courage de Sophie ne se limite pas à sa propre défense, il s'étend à la protection de l'honneur de son frère et, par extension, de toutes les familles d'étoiles d'or. Lorsqu'elle déclare, dans la salle sécurisée, qu'elle a activé le protocole Skylock, non pas parce qu'elle a été frappée, mais parce que Marianne a traité le sacrifice de mon frère comme s'il ne valait rien, ces mots portent une vérité déchirante. Cette phrase résonne avec une valeur française fondamentale. Le devoir envers ceux qui nous ont précédés, ceux qui ont sacrifié leur vie pour des idéaux plus grands. Dans notre quotidien, ce courage peut prendre des formes plus modestes, mais tout aussi significatives. Défendre un collègue, soutenir une cause juste dans une discussion, ou refuser de laisser une injustice passer inaperçue, sont des actes qui reflètent l'esprit de Sophie. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, des combats de la résistance aux manifestations pour les droits sociaux, nous sommes appelés à agir pour un bien commun. Sophie nous rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle, pour protéger ce qui compte. L'impact collectif de l'histoire de Sophie peut être sa leçon la plus puissante. Son geste, en déclenchant le protocole étoile grise, conduit à l'adoption du protocole de dignité, à la reconnaissance officielle du système Skylock et à une réforme éthique dans l'industrie aéronautique. Ce changement, initié par une enfant,
montre que les actes individuels peuvent transformer des systèmes entiers. En France, nous avons une longue histoire de réformes nées de gestes courageux, des écrits des Lumières aux mouvements sociaux du XXe siècle. Sophie s'inscrit dans cette tradition, nous rappelant que le changement commence souvent par une personne qui refuse de se taire. Dans nos vies, cela peut se traduire par une participation active à notre communauté, écrire à un élu, rejoindre une association ou sensibiliser nos proches à une cause. Chaque action compte, car, comme Sophie l'a prouvé, un seul geste peut déclencher une vague de transformation. Pour appliquer ces leçons au quotidien, nous devons cultiver l'écoute et l'empathie. Avant de juger, posons des questions. Avant de réagir, comprenons. Comme Sophie, répondons aux injustices avec calme et détermination en utilisant les outils à notre disposition, une parole, un geste, un engagement. Honorons la dignité de chacun, qu'il s'agisse d'un collègue, d'un étranger ou d'un proche. Et n'oublions pas que nos actions, même petites, peuvent inspirer et transformer le monde autour de nous. En tant que Français, nous portons un héritage de valeurs humanistes. Sophie, avec son insigne et sa détermination, nous rappelle que ces valeurs ne sont pas des abstractions, mais des guides pour nos choix quotidiens, dans un bureau, une salle de classe ou autour d'un café. Cette histoire, l'honneur au ciel, est un puissant rappel de ce que signifie défendre la dignité et la justice. Si le courage de Sophie vous a touché, si son histoire vous inspire à agir avec plus d'empathie et de respect, alors partagez-la avec le monde. Cliquez sur j'aime pour soutenir cette cause, partagez cette vidéo pour toucher d'autres cœurs, et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui célèbrent l'honneur et la résilience. Laissez un commentaire ci-dessous. Que feriez-vous à la place de Sophie? Comment appliquez-vous ces leçons dans votre vie? Dites-nous d'où vous regardez, et ensemble, faisons en sorte que le respect devienne, comme Sophie l'a si bien dit, une obligation et non une option.